un jour, on a décidé de s'attaquer au marché américain. C'était génial. On avait décidé de partir 1 mois là-bas, de faire 3 salons. On s'était associé avec des partenaires. On avait déjà un contrat de distributeur. On avait le contrat du revendeur. Tout était bien. On nous avait acheté 120 unités. On les envoie là-bas et on se prépare à y aller. Et là, paf, le Covid. Hello et bienvenue dans Take Your Dream, le podcast qui transforme tes rêves tech en réalité. Ici, pas besoin d'être un expert ou de tout connaître sur la tech. Que tu sois au tout début de ton idée ou déjà en route vers la réalisation de ton projet, ce podcast est fait pour toi. Toutes les 2 semaines, j'explore le parcours de ceux qui ont osé rêver et se lancer dans l'aventure tech. À travers leurs défis, leurs réussites et leurs erreurs, tu trouveras l'inspiration et les conseils dont tu as besoin pour toi aussi faire le grand saut. Take Your Dream, c'est ton espace pour rêver, apprendre et surtout passer à l'action. Alors, prêt à transformer tes rêves en réalité ? C'est parti ! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Florence qui est cofondatrice et présidente de la société Limatech dont elle va nous parler juste après. Bonjour Florence. Bonjour Tamara. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, merci. Et toi ? Très bien, très bien. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Est-ce que tu peux du coup te présenter et puis un peu nous raconter tes débuts dans ce milieu ? Alors moi c'est Florence, j'ai monté une start-up industrielle deep tech issue du CEA, donc qui est un laboratoire de recherche français, pour fabriquer des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. Et puis donc mon parcours, je suis issue d'une formation technique où j'ai fait d'abord un BTS conception de produits industriels, suivi d'une école d'ingénieur en génie industriel et mécanique. Ok, et du coup, comment on se retrouve dans l'aéronautique en train de faire des batteries, ce genre de choses même en sorte... Moi, j'ai fait une école d'ingé, mais j'ai pas eu un parcours comme ça. Oui, alors j'ai toujours voulu monter mon entreprise et j'avais le bon exemple à la maison puisque du côté de mon père, ils sont tous entrepreneurs. Ok. Et du côté de ma mère, ils sont tous chercheurs, au CEA du coup. Donc en fait, j'ai un petit peu fait la synthèse. Bon, je savais que l'idée viendrait pas forcément de moi parce que je ne suis pas chercheuse, mais comme j'avais cette volonté de monter mon entreprise, forcément, je suis allée chercher l'innovation dans le garage d'un de mes tontons. Et est-ce que t'as, du coup, après tes études, tu as tout de suite eu envie de créer ton entreprise ou tu as eu d'autres expériences quand même avant de te lancer ? Non, du coup, j'ai quand même eu d'autres expériences. Je me suis pas lancée direct après les études, même si j'aurais peut-être pu, hein. Mais bon, il fallait déjà trouver l'idée sur quoi se lancer. Donc mes études, ont été un peu chaotiques, hein, parce que du coup j'étais dyslexique, donc tout ce qui était général, français, anglais, voilà, toutes ces matières, c'était pas vraiment fait pour moi. Donc la seule matière où j'avais des bonnes notes, c'était la technologie au collège. Et c'est pour ça que direct après, je me suis dirigée vers des lycées technologiques, parce que c'était ma voie. Et puis à partir du moment où j'ai trouvé ma voie, je suis passée de dernière de la classe à première régionale en BTS, donc c'est vrai que ça a changé ma vie. Et c'est là où après, j'ai fini mes études et où je suis allée travailler, donc notamment chez Airbus ou chez Zodiac Aerospace à Toulouse, pour travailler dans l'aéronautique. C'est un secteur de l'excellence et c'est un secteur qui fait rêver. Donc j'avais déjà cette envie-là à l'époque. Et après, du coup, ces petites expériences, je me suis quand même lancée assez jeune, hein, c'est vrai, j'avais 27 ans quand j'ai commencé. Et c'est suite du coup à la découverte de cette batterie dans le garage. Donc il faut savoir que mon oncle, lui, c'est un chercheur au CEA et pilote constructeur amateur. Donc il a acheté des pièces détachées aux États-Unis et il a monté son propre ULM donc dans son garage. Mais à partir du moment où il a fallu mettre les ailes, il a fallu quand même le sortir. Non, ça rentrait pas. Et il a souhaité du coup réaliser des petites améliorations sur son ULM et notamment au niveau de la batterie. Parce que il faut savoir que dans l'aviation aujourd'hui, on trouve plutôt des batteries au plomb ou au nickel-cadmium qui sont des vieilles technologies. Et comme pour la téléphonie ou pour les ordinateurs ou même aujourd'hui l'automobile, c'est logique de passer au lithium parce que ça apporte des avantages, notamment le poids, parce que dans l'aviation, c'est le plus important, c'est le gain de poids. Et donc, il a décidé de monter cette batterie par lui-même parce que il souhaitait avoir les avantages du lithium. Sauf que
Bon, à l'époque, ça ressemblait pas vraiment à un produit industriel, hein. On parle d'accumulateurs posés dans une boîte à chaussures avec des fils électriques, une carte électronique, du scotch et voilà, ça faisait une batterie. Mais ça fonctionnait et surtout, on s'est rendu compte, des avantages que ça apportait et c'est là où j'ai eu, envie de me lancer sur ce produit-là puisque j'ai vu le potentiel, le marché, les besoins, et puis le gain de poids que ça pouvait apporter à l'aviation et donc qui dit gain de poids dit aussi, gain de kérosène et donc gain de CO2. Ouais, bien sûr. Et tu l'avais déjà été dans la réalisation du prototype ou c'est vraiment lui qui l'avait fait et après tu t'es dit que c'était une bonne idée? Non, au départ, c'est vraiment lui qui avait fait et après voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée, il y avait un marché. Et bon, ça, c'était pas du tout vendable, hein, il Oui, fallait bah, oui. quand même retravailler et passer aussi toutes les normes et les certifications aéronautiques qui sont drastiques, hein. Ouais, bah, oui. C'est un labyrinthe de réglementation. J'ai un peu travaillé dans ce milieu, je connais un peu aussi, toutes les certifications, c'est pas facile. Et du coup, bah, enfin, quelles sont les premières étapes entre quand tu te dis, beh, je vais lancer ce projet et parce que, enfin, arriver rien qu'à aller dans une phase d'industrialisation, c'est déjà pas mal, quand tu pars d'un prototype dans une boîte à chaussures. Oui, c'est sûr. Bah, ça a été quand même 8 ans de travail pour en arriver, OK. aujourd'hui. Donc 8 ans de travail, ça on a passé pas mal d'étapes. C'est-à-dire que la première étape, bon, bah, c'était, la partie recherche. Ensuite, il y a eu la partie développement. Ensuite, il y a eu la partie certification, qualification, test. Ensuite, la partie production, mise en place des lignes et puis là, maintenant, on est dans la partie commercialisation, dans la partie, contractualisation et voilà, international directement puisqu'on est sur un produit, qui touche, le monde entier puisque les avions, c'est pas qu'en France, hein, donc Ouais, c'est sûr. Et du coup, bah, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur les débuts quand même. Combien de temps tu as mis entre, cette découverte où tu t'es dit: «J'ai envie de lancer ce projet» et vraiment partir, de tes j'imagine que tu étais en CDI, dans des postes assez, bien placés, enfin, ou au moins tu étais, tranquille. À quel moment tu te dis: C'est bon, je me lance à mon compte et je vais faire ça, quoi»? c'est vrai que, je j'avais un poste que j'adorais et j'aurais pu y rester, toute ma carrière, je pense. C'était pile poil le poste, que je voulais faire puisque bon, comme j'ai expliqué donc, pendant mes études, bon, j'avais des difficultés scolaires. Une fois que j'avais trouvé la technique, j'ai fait un BTS et j'étais en alternance, chez Thales à l'époque et pendant cette alternance, j'ai découvert le métier de ma responsable et je l'ai trouvé super ce métier. Donc c'était le métier de chef de projet, dans la mécanique et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme études, pour faire ce métier-là?» Et elle m'a dit: «Une école d'ingénieur». Alors là, je m'étais dit: «Mais l'école d'ingénieur» pour moi, c'était quelque chose de complètement inatteignable du fait des difficultés scolaires. C'était encore un domaine où j'allais replonger, dans des matières un peu génériques, généralistes, et qui allaient me mettre en difficulté. Et finalement, je me suis dit: «Bon, j'ai quand même un BTS en poche, donc même si j'y arrive pas, au moins j'aurais tenté et donc à tenter, on risque de réussir, hein, finalement». Voilà, c'est une phrase qu'on m'a dite. Donc j'y suis allée et donc j'avais réussi à passer toutes ces épreuves jusqu'au moment où j'ai réussi à décrocher le métier de mes rêves finalement, puisqu'on m'avait donné celui que je voulais faire. Donc j'aurais pu y rester, c'est clair. Sauf que, bah, l'envie d'entreprendre, le besoin de liberté aussi quelque part, parce que ça apporte beaucoup de liberté, l'envie d'être, décisionnaire, de se dire qu'on va créer quelque chose pour le futur, ça c'est chouette et de monter une équipe et de le faire, de le faire à plusieurs, c'est une aventure humaine et c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien et dans l'entrepreneuriat, c'est faut le voir comme un livre et c'est une histoire qu'on écrit. Il y a un début, il y a un milieu, il y aura sûrement une fin un jour et donc c'est une histoire, on s'ennuie jamais, il y a toujours des nouveaux défis, il y a toujours, des nouveaux challenges à relever et cetera et ça c'est le moteur. C'est ce qui motive tout le monde. Alors il y a des difficultés, hein et puis alors là, nous, on a choisi en plus, de monter la montagne par la face nord, en plein hiver et gelé, voilà. Donc forcément, c'est pas tous les jours, facile, mais c'est aussi, ça l'avantage d'être une équipe, c'est qu'on se soutient également
avec des compétences diverses et variées. Mais voilà, donc du coup, les débuts, ça a été ça. Et puis alors, une fois que je me suis lancée, ça n'a pas été tout rose, hein, ça n'a pas été facile, etc. Déjà, enfin, beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas fait pour moi, que c'était pas fait pour les femmes. On a essayé de me donner toutes les raisons possibles et imaginables pour lesquelles il fallait pas le faire, il fallait pas y aller, c'était trop dangereux, et cetera, trop risqué. Bon, en gros, voilà. Et puis finalement, on n'écoute pas forcément les gens. On se dit: «Ah, c'est pas fait pour moi», mais si, moi j'ai l'impression que si, donc allez, on se lance. Il faut un petit côté naïf quand même, pas savoir exactement à quelle sauce on va être mangé parce que c'est pas toujours facile et on se lance. Et là, le CEA proposait un dispositif qui s'appelle le Challenge First Step. Donc c'est un dispositif d'essaimage et de valorisation, mis en place, par le CEA. Donc je m'inscris avec mon oncle Marc Béranger et on réalise pendant 1 an, une sorte de maturation, on peut appeler ça comme ça, coaché par des coachs start-up. On développe la technologie, les premières briques, et cetera. On fait des business plans, on découvre tous les mots de la tech, des startups, tout ça. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est comme un nouveau monde, un nouveau langage. Puis on est très aidé par tout ce qui peut être BPI, France, l'Europe, etc. Bon, ça, c'est plus tard que ça arrive. Au début, c'est pas vraiment le cas. Au début, déjà, il faut faire ses preuves, il faut se faire connaître, il faut dire si, on a une idée. Puis quand on arrive, du haut de ses 27 ans, en plus une femme, accompagnée du tonton, on nous présente en tant que la nièce, personne nous connaît. On n'a rien fait vraiment d'extraordinaire de notre vie pour dire: si, croyez en nous, c'est génial, vous allez voir, on va y arriver». Bien sûr, on va faire de l'aéronautique, on va réussir là où des grandes multinationales essayent, et puis bien sûr, nous, on va y arriver, oui. Voilà, voilà, bon, c'est pas très crédible tout ça et donc on a été recalés. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, on nous a dit: «Merci, au revoir, vous avez pas le profil de classique entrepreneurial, donc non». Et l'histoire s'est arrêtée là, sauf que c'était pas possible que ça s'arrête là. Donc c'est là où j'ai décidé de quitter mon travail, parce que j'avais fait ça en parallèle. C'est là où j'ai décidé de quitter mon travail et de me lancer, parce que pour moi, c'était plus possible. Le retour en arrière n'était plus possible. Quand on commence à y goûter, en fait, c'est voilà, on a envie d'y rester. Sauf que j'allais pas pouvoir monter le projet des batteries parce que, j'avais pas reçu le soutien nécessaire pour le faire. Donc, j'ai décidé de monter une micro-entreprise, sur un autre produit qui est des feux de position et des feux de navigation. Donc c'est comme des clignotants, qu'on voit sur, les bouts des ailes des avions qui clignotent, rouge, vert, blanc. Et donc j'avais fait ça dans le monde de l'ULM, donc l'aviation non certifiée. Et donc ça, je l'ai fait vraiment de A à Z, avec mes propres moyens, en micro, voilà. Et hasard, je vais dans un événement de networking, ils aiment bien ce genre de mot dans ce domaine, et là, je recroise le directeur, bon, qui est maintenant à la retraite, mais l'ancien du coup, directeur de la valorisation du CEA. Donc une personne qui avait eu du poids dans sa décision à l'époque. Parce qu'ils étaient plusieurs, mais bon, lui avait eu le dernier mot. Et il me demande où j'en suis. Alors je lui explique. Je lui explique comment j'ai monté ma petite micro-entreprise sur ces feux de position et de navigation, comment on est arrivé leader en France sur ce produit. Bon, c'est un petit marché, mais Vous avez passé combien de temps du coup sur cette micro? toute l'année, toute une année, toute l'année 2016. OK. Et là, au final, il me dit: «Ah, je me suis trompé. Tu es bien une entrepreneuse et maintenant je vais t'aider». Et il m'a pris sous son aile, c'était notre ange gardien pendant tous les débuts de l'Imatech, et grâce à lui, on a réussi à décrocher notre première subvention qui nous a permis de monter le projet des batteries. OK. Mais c'est une belle histoire quand même déjà, et puis tu t'es, drôlement battue, où pas mal de gens auraient envie de baisser les bras, donc comme quoi, faut pas se détourner du chemin tout de suite. C'est ça. Et du coup, déjà sur ce premier projet, du coup, avec les feux, tu avais déjà fait un peu d'industrialisation, ce genre et enfin, ou c'était plus, sommaire que ça? Quand j'ai monté, les batteries au lithium, j'ai décidé de fusionner les 2 entreprises parce qu'en avoir 2, c'était juste, administrativement parlant, incroyablement complexe. Donc j'ai préféré fusionner et ça a été très bénéfique parce que du coup la 1re entreprise
c'est comme une mini-entreprise où il y avait tous les aspects. On a pu passer des normes, qualité dessus, on a pu, en fait, mettre en place beaucoup de choses et déverminer beaucoup de choses à moindre coût, faire nos premières erreurs et cetera aussi, que ce soit pour la supply chain, que ce soit, tout ce qui est nécessaire dans une, entreprise, mais à toute petite échelle. C'est en mode Polly Pocket, quoi, voilà. Et puis, plus tard, on a revendu, cette entreprise pour se concentrer vraiment, sur les batteries. OK. Mais, et du coup, enfin, juste pour, quelqu'un qui aurait envie de lancer un produit, avec, des normes, de l'industrialisation à petite échelle, c'était quoi un peu les étapes par lesquelles tu es passée, en partant de rien, du coup? Ah beaucoup d'étapes, hein. Nous, ça fait 8 ans maintenant, on a fêté nos 8. Ouais, mais, enfin, je veux dire sur la première entreprise, vraiment ce qui a duré 1 an. Ah, la première. Ouais. Alors ça a pas duré que 1 an, c'est-à-dire que ça a été 1 an en micro et Oui, après mais on a fusionné les 2 puis ça a quand même continué. Mais, après c'est les mêmes étapes, hein, que ce soit, à petite échelle ou à plus grande échelle. C'est les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'au début, faut créer un business plan, une étude de marché, designer le produit aussi, c'est important et puis le tester sur le marché, faire quelques salons au début pour vérifier. Trouver aussi des financements, par exemple, j'avais fait un petit prêt, avec, France Invest, pour, me payer mon premier moule pour, fabriquer moi j'appelais ça la verrine, mais comment dire? C'est comme, oui la pièce en verre. Alors là, c'était pas du verre, hein, c'était du polycarbonate, mais qui vient par-dessus les LED de la lampe, en fait, puisque c'était des lampes, hein, que je fabriquais et donc il fallait faire un moule, injection plastique, que j'avais fait faire en Chine à l'époque, parce que c'était moins cher. Voilà, mais bon, c'était quand même cher, donc j'avais fait mes premières demandes de financement et cetera. Après, il faut monter une petite équipe. Alors à l'époque, je prenais des stagiaires, je prenais, voilà, des fois, c'était des stages non rémunérés, des fois c'était des stages avec un peu de rémunération, je faisais beaucoup avec les stagiaires du coup, avec les moyens du bord, ouais, bien sûr. des alternants aussi, et puis on crée l'équipe, on crée son site internet, on commence à prospecter, d'abord on fait des bêta tests, après on prospecte, après on vend, après la supply chain à gérer, donc toute la partie logistique, on découvre la joie des douanes, il y a les problématiques. Alors je peux raconter une petite histoire rigolote, par rapport à cette entreprise-là. C'est qu'un jour, on a décidé, alors c'était au temps où ça y est, l'Imatec existait, qu'il y avait les batteries en parallèle et qu'on était déjà bien implantés en Europe et un jour, on a décidé de s'attaquer au marché américain. Alors, c'était génial, on avait décidé de partir 1 mois là-bas, de faire 3 salons, on s'était associés avec des partenaires, on avait déjà un contrat de distributeur, on avait le contrat du revendeur. Tout était bien, on nous avait acheté 120 unités, on les envoie là-bas et on se prépare à y aller et là, paf, le covid. Génial. Bon, on annule tout, on se fait pas rembourser. Celui qui avait, acheté, donc le revendeur, casse le contrat parce que, le Covid, donc il casse le contrat comme ça. Une bonne excuse. Le distributeur, cool. Super et puis les produits, ils nous sont renvoyés et il y a 120 produits du coup et on en reçoit qu'1 à l'arrivée. Ah bah. On s'est dit: «Mais ils sont passés où les produits?» Et là, on voit c'était un peu, voilà, c'était très compliqué à cette période, hein, du Covid, vraiment très, très compliqué et on voit en fait que le colis a fait plein de destinations avant de revenir en France et à chaque destination, il est pesé et à chaque fois, il perdait du poids. Donc c'était un peu le petit poussé, je crois qu'on a disséminé des dispositifs lumineux partout, dans le monde et puis du coup, une seule boîte nous revient. C'est la taille d'une boîte à chaussures à peu près, hein. Une seule boîte nous revient et du coup, on s'est dit: «Bon, on va essayer de faire jouer l'assurance». Et là, l'assurance nous dit: «Bah non, mais il faut prouver que ça a vraiment été, perdu et là, on n'a pas vraiment la preuve, donc vous serez pas remboursés». D'accord et puis là, heureusement, j'avais, mon stagiaire de l'époque ou alternant, je crois que c'était mon alternant de l'époque, qui avait, pris par lui-même, il m'avait même pas demandé d'ailleurs, l'autorisation de ça, une assurance, avec, le constructeur donc FedEx et du coup, eux nous ont remboursé l'intégralité du coup et je fais: «Ouf» parce que quand même il y avait un peu d'argent dans l'histoire. Ça représentait combien à peu près,
C'était à peu près 30 000 € quand même, hein, donc c'était pas rien, hein. Mais oui, mais comme quoi les alternants, ils peuvent faire des choses bien. Ouais, ouais, clairement, bah, je l'ai pas du tout grondé, hein, au contraire, j'étais Ouais. contente, hein. Je me suis dit: «Bah, c'est bien, il faut prendre des initiatives dans la vie, hein». Mais voilà et donc tout ça pour dire que tout ça nous a appris à petite échelle et à moindre coût, tout ce qui allait nous attendre derrière, plus grande échelle avec, les batteries au lithium. OK, beh, super, super histoire en tout cas pour démarrer et du coup donc au bout d'1 an, vous démarrez les batteries au lithium avec un donc vous démarrez directement avec un financement que tu as eu et donc comment ça se passe? Bah, les peut-être les premières embauches, les, début de la croissance un peu? Oui, oui, alors, au début, il y a pas beaucoup de croissance au niveau des embauches, hein, c'est plus, vers le milieu ça que ça arrive. Les premiers temps, on est 1, on est 2, on est 3, après on est 6, on reste à 6, et puis il y a des paliers en fait, hein. C'est-à-dire que, heu, jusqu'à 7, c'est un premier palier. Après, c'est 15 le deuxième palier. Ensuite, 3e palier, je dirais que c'est 50 et ensuite c'est 200. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est 20. On a réussi à passer le palier du 15 déjà, c'est pas mal. Mais oui, oui, donc vraiment, il y a des paliers et par exemple, le palier de 15, on a mis un moment avant de réussir à le passer. Parce qu'on n'était pas suffisamment bien organisés pour que ça tienne, donc on grossissait les rangs et puis diminuait tout. En fait, c'est presque organique, il faut le voir, de manière organique, une entreprise. D'ailleurs, c'est composé d'humains. Oui, Voilà, c'est un système organique et donc ça s'autorégule et quand on n'est pas prêt, bah, en fait, ça va s'autoréguler et donc dès qu'on passait la barre des 15, pof, on redescendait. On essaie de remonter, pof, on redescendait. Puis un jour, on a réussi à rester parce qu'en fait, on avait mis, les bonnes procédures, les bons process, qui faisaient que ça y est, la structure était prête à aller plus loin et à grandir. OK et en termes de profil, bah, j'imagine il y a des profils techniques et des profils un peu plus commerciaux ou vous aurez réparti comment? On a les profils dont on a besoin à la phase dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'au début, on avait plutôt des profils, très tech, très recherche. Après, on a, commencé à prendre des profils plutôt développement. Ensuite, des profils plutôt, process. Après certif. Maintenant, on est dans une phase où on va plutôt prendre des profils prod et puis bientôt commerce. On se prépare là. Et puis bon, bien sûr, à côté de ça, il y a quand même la supply, donc tout ce qui est logistique, achat. En fait, il y a énormément de métiers dans une industrie. Et du coup, enfin, tu dis, au fur et à mesure, enfin, il y a des nouveaux profils, mais du coup, tu enlèves des profils en même temps. C'est pas trop compliqué de se séparer des personnes pour continuer à avancer? Ah non, non, mais on s'en sépare pas forcément, c'est-à-dire qu'on grandit. C'est pas parce qu'on a fini de développer un premier produit qu'il faut pas, continuer à innover. Il faut garder en fait toujours une longueur d'avance, donc il faut continuer derrière. Mais non, c'est juste qu'au début, on n'a pas tous les profils. Certains dont on a besoin au début, après, bah, tiens, on a besoin d'une nouvelle compétence, paf, on va embaucher et cetera et cetera et ça fonctionne plutôt comme ça. Tu as tout de suite réussi à repérer ces signes ou il y a quand même eu des moments où tu sais pas si tu as besoin d'embaucher, pas embaucher? Enfin, comment on se pose ces questions? C'est une bonne question. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appelé plein d'autres, chefs d'entreprise qui avaient déjà passé toutes ces étapes pour leur poser des questions. C'est d'ailleurs, l'un d'eux et puis d'autres m'en avaient aussi parlé de ces paliers. Voilà, donc des paliers, par exemple, ce qu'un m'avait expliqué, c'est qu'à partir du moment où on arrive à 200, on peut pas aller au-delà parce qu'apparemment, c'est très, très compliqué. Du coup, il vaut mieux avoir 2 entités de 200 plutôt que, une seule de 400. On m'avait expliqué, voilà, on m'avait donné quelques conseils et ensuite, bah, les besoins se font sentir, hein, dans tous les cas, quand on commence à crouler sous le boulot ou que là, on se dit: «Ah bah, là, il faut embaucher». Bon, on gère notre charge capacité pour, le vérifier. Quand on a besoin d'un nouveau métier, bah, forcément, bah, on l'intègre et puis des fois, on a besoin aussi de doubler les compétences. Doubler les compétences, c'est-à-dire, bah, il y a 2 fois plus de boulot, donc il faut, 2 personnes pour faire le boulot, quoi. Après, des fois, on dit que c'est pas parce qu'on double le nombre de personnes que ça double les compétences. Alors c'est vrai qu'il faut quand même prévoir toujours des petites marges et des
parce que c'est sûr qu'il y a aussi le temps de management à inclure. Par exemple, j'ai un directeur technique qui est excellent en technique, et puis au début, il faisait de la technique un peu tout seul. Puis après, bon, il a 1, 2 personnes, ça va, c'est facile à gérer. Puis quand on commence à avoir tout un service à gérer, en fait, il a beaucoup moins de temps pour la technique, il doit faire plus de management. Tout ça, c'est des temps qu'il faut prévoir dans les plannings, hein. C'est pas toujours évident à gérer, j'imagine en tant que dirigeant encore moins. Le moins évident, c'est qu'il y a pas assez d'heures dans une journée. Je crois qu'on a tous le même problème pour ça. Après ça va, on aime bien, embaucher des gens passionnés, et quand on est passionné, on compte pas, on fait ce qu'on aime, et ça, c'est vrai que c'est un peu l'esprit start-up, quoi. Et vous travaillez ensemble ou il y a des gens en télétravail ou? Non, on s'est adaptés, hein, au monde d'aujourd'hui. Il y a encore des entreprises qui travaillent, sur site. Moi, oui, on travaille sur site quand même, hein, mais on a mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est quel jour qu'on a mis? C'est mercredi et jeudi. Comme ça, en plus, pour, par exemple, ceux qui ont des enfants, le mercredi, ça peut les arranger. Et donc tous les mercredis et jeudis, ceux qui souhaitent faire du télétravail ont le droit de faire du télétravail. Et les autres jours, on leur demande de la présence. Après, on a aussi flexibilisé les horaires. Il y a des horaires obligatoires, d'autres qui et voilà, il y a des plages horaires obligatoires, puis après le reste, c'est flexible. On a mis une pointeuse là récemment, justement, comme ça, c'est beaucoup plus simple, la gestion, et ça marche plutôt bien. Et du coup, on s'est adapté justement à ce nouveau monde, et c'est vrai que, tout le monde est plutôt content, de ses libertés, je pense. OK. Et quels sont les principaux obstacles, dans tes dernières années d'entrepreneuriat pour toi? Les principaux obstacles, il y en a eu pas mal, hein. J'ai l'impression d'avoir fait que ça, en fait. Bon, on va dire que le plus difficile, reste, quand même, le financement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est-à-dire que, c'est bien, hein, de monter les projets, et cetera, mais il faut aussi savoir les financer. Quand on est une start-up industrielle, c'est pas forcément évident. Quand on rajoute en plus de ça la couleur aéronautique, ça l'est encore moins. Voilà, donc c'est vraiment ce côté-là le plus difficile, c'est d'arriver à tenir la première année, de passer le cap des 3 ans, de passer le cap des 5 ans. Aujourd'hui, on est né à 8, et c'est vrai que quand on regarde les stats, hein, c'est à chaque fois à peu près ça, hein, c'est 5 des startups réussissent la première année. De ces 5 il en reste que 5 pour la 3e année. De ces 5 des 5, il y en a encore que 5 qui passent la 5e année. Voilà, donc les stats sont là. Donc il faut s'accrocher, et c'est souvent, alors ça peut être 2 problèmes, hein. Ça peut être un problème, financier, très souvent. Les entreprises arrivent en goutte de trésorerie, et puis voilà, ça se termine comme ça. Soit ça peut être un problème aussi, de alors ça, on en a moins conscience, mais de scale-up. Le scale-up, c'est quand, on prend la rampe pour l'accélération. C'est la croissance qui commence. Ça va trop vite. La croissance qui commence, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on va faire là. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais c'est un moment où tout s'accélère. En plus maintenant, il y a des clients à satisfaire. Voilà, on n'a plus trop droit à l'erreur, il faut livrer à l'heure, en qualité. Tout d'un coup, les contrats tombent, il faut embaucher. On n'est peut-être pas prêt, la structure est peut-être pas prête à grandir d'un coup, et il peut y avoir des crashs en vol comme ça qui peuvent se passer dans les startups, parce que, la structure est pas suffisamment solide, pour supporter l'accélération. Vous avez eu vos premiers clients à partir de quelle année à peu près? Alors, là, pour ce qui concerne le sujet des batteries, Ouais. ça commence maintenant. OK. Voilà, donc on a livré nos 3 premières batteries, nos premiers clients, l'année dernière, donc en 2024, et là, on est vraiment dans la phase de contractualisation. Donc on est un peu dans les starting blocks, on est prêt, la ligne de production, elle est là, elle est certifiée, le stock, il est là, la batterie est là, les certifs, les autorisations, on a tout. On n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Ça fait un peu peur d'appuyer sur le bouton dit comme ça. Oui, c'est sûr. Mais bon, moi, c'est quand même le but, hein. Ouais, oui. On demande depuis tellement longtemps qu'on est très content. Tu disais que les financements étaient un peu plus durs dans l'aéronautique, il y a une raison en particulier ou?
Ah oui, il y a une raison. Bon, déjà, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de start-up forcément dans l'aéronautique, parce que c'est pas un domaine où, avec les fortes barrières à l'entrée du marché, c'est pas un domaine facilement accessible. Donc c'est plutôt des grandes entreprises qui vont dans ce domaine. Et donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de fonds d'investissement qui financent des startups, vu qu'il n'y en a pas vraiment. Et il y a pas non plus beaucoup d'experts dans ces fonds qui savent vraiment rassurer le financier qui pourrait investir. Donc, faut arriver à expliquer ce qu'on va faire. Puis ils se posent toujours tous la même question. Pourquoi nous? Enfin, comment c'est possible que nous, on puisse y arriver? Ça a commencé avec 3 personnes dans un grenier. Heu, comment c'est possible? Il y a des multinationales qui travaillent sur le domaine. On mise pas sur nous, quoi. Enfin, c'est pas forcément évident. Et je les comprends. Aujourd'hui, on a quand même fait nos preuves. On a un produit, on a des brevets, on en a 12, on a des certifs, on a les diplômes, ils sont là. Donc on a prouvé que ça fonctionnait. Maintenant, il faut prouver qu'il y a une réponse marché. Voilà, c'est le marché. Je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo sur YouTube, elle est très drôle. C'est du coup 2 personnes sur un ring là qui sont là, en train de se battre et tout, et puis, ils sont là à sortir, tous les mots des startups, disruptif, innovation, puis voilà, ils sont contents, et puis, ils sont là, ils sont toujours debout, et puis tout d'un coup, celui d'en face, il leur met un KO en leur disant: «Marché, market». Je n'ai pas vu la vidéo, mais je l'ai vue sous forme de mème. Ouais, voilà, et ben, en fait, voilà, donc là, maintenant, on est dans cette phase-là, donc faut pas qu'on se loupe. Et on est attendu au tournant, et il faut vraiment montrer que voilà, il y a un marché, il est là, il est réel, et on va vendre cette batterie. Et du coup, c'est quoi ton rôle aujourd'hui, au quotidien? Mon rôle, alors moi je suis la présidente de l'entreprise, ce qui est très éloigné finalement de mon métier premier, maintenant. Même si au début j'ai participé aux premières conceptions mécaniques de la batterie, et aux premières mises en place de lignes de production, puisque j'avais la double casquette, le double diplôme, et du coup j'ai appris sur le tas beaucoup de nouvelles choses, comme par exemple le juridique. J'ai appris les finances, la comptabilité, le RH, la supply chain, les achats, enfin bon, beaucoup de métiers. Tous les domaines. Et aujourd'hui, mon rôle, je peux le résumer de cette manière-là. Je donne les moyens financiers, humains et matériels aux personnes qui travaillent chez Limatech de réussir. Et en plus de ça, je suis entourée aujourd'hui de personnes souvent atypiques d'ailleurs, et très intelligentes, et souvent des génies. Et je fais en sorte que tout ce petit monde réussisse à travailler ensemble. C'est déjà un bel objectif. Et puis bon, j'ai aussi un rôle de représentation, d'où ce que je fais aujourd'hui, par exemple. Ça marche. Donc les prochaines étapes un peu donc là, c'est le grand lancement. Après, vous avez, d'autres choses à venir ou c'est vraiment aujourd'hui, vous êtes que focus sur ça? Alors moi, je suis vraiment focus sur contractualisation et mise sur le marché de la batterie, parce que c'est vraiment ça qu'il faut réussir aujourd'hui. Et en parallèle, toujours, et comme toujours, je m'occupe des finances, donc faire rentrer de l'argent. Et on pourrait dire qu'on a un peu innové là ces derniers temps dans le financement d'une start-up industrielle. Je sais qu'on est très regardé par les autres start-up industrielles, parce que en parallèle, du coup, j'ai été élue membre du CA d'une association qui s'appelle Start Industrie. Et donc Start Industrie, en fait, c'est la voie unifiée des 2500 startups françaises, donc les startups industrielles. Et ils me regardent tous, parce qu'on est tous un peu dans les mêmes galères financières, forcément. Ils me regardent tous faire. Donc moi, genre, j'ai mis un mot là-dessus. Je leur dis que je tricote. Voilà, donc j'ai appris à tricoter financièrement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors bien sûr, on a quand même été très aidés par la Commission européenne, par l'État français, les plans France 2030, on a été lauréat de partout, et cetera, BPI France. Bon, ça oui, on a levé quand même 20 millions d'euros depuis la création. Mais bon, il y a des moments de creux où, on a levé, et puis il faut encore relever, et puis, les gens, ils attendent qu'on fasse nos preuves des fois, donc ils veulent pas remettre tout de suite, et cetera. Et donc, on fait appel à du financement participatif sur les réseaux sociaux.
Donc je fais ma pub et aujourd'hui, je viens d'ouvrir là une nouvelle plateforme, en crowdfunding, donc financement participatif et je l'ai fait en 2019 et ça a très bien marché. Je l'ai fait en 2024, ça a très bien marché. On continue en 2025 et c'est sur la plateforme WeSeed pour, ceux qui ont envie de se tenter l'aventure de l'investissement, par exemple. Vous pouvez. On mettra le lien en description de l'épisode. Voilà, donc ce coup-ci, c'est un nouveau, système financier. Les dernières fois, j'ai fait ça en equity, donc achat d'actions directement. Tu deviens actionnaire et voilà. Et là, j'ai fait un nouveau système un peu moins beaucoup moins risqué. C'est des obligations. Donc en fait, je demande au grand public de me faire un prêt et je leur rembourse le prêt sous 18 mois avec un coefficient, donc un pourcentage, un rendement de 11%. Donc mieux que ce qu'on trouve sur son livret A ou Ouais, beaucoup mieux quand même. voilà, beaucoup mieux quand même. Et voilà ce que je propose en ce moment et c'est en cours. Et ça marche plutôt bien. Et donc, c'est ça que je trouve un peu innovant et même rigolo, c'est de faire financer des usines en France par le grand public, tout simplement. C'est vrai qu'on en entend un peu parler, si on cherche un peu, mais c'est pas très commun de le faire encore. C'est souvent des produits qui touchent toute la population qui font ce genre de choses. C'est pas des usines de batteries lithium pour l'aéronautique. Et même au début, la première fois que j'ai fait, je me suis dit: «Mais ça va intéresser personne ça, je ça va pas marcher quoi, c'est pas possible». Et ben, en fait, curieusement, ça marche très, très bien et il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par investir dans des sociétés, et on a réussi à lever 800 000 € la première fois, 850 000 € la deuxième. C'est quand même des montants importants et on réunit des communautés entières, c'est-à-dire des 400 personnes, et du coup, ça gonfle nos rangs de personnes qui vont venir être ambassadeurs de l'Imatech, en parler à leur réseau, à leur entourage, et cetera. Et ça ouvre des portes, en fait, et c'est ça qui est génial. Vous essayez un peu de rassembler ces gens des fois ou pour l'instant c'est surtout. Ah non, non, on a fait l'inauguration de l'usine c'était quand? En juillet 2024 et tout le monde est invité, hein. Alors, j'ai fait une grande pièce de lit pour pouvoir accueillir tout le monde. Elle va finir par être trop petite. Je me suis dit: «La prochaine fois, je ferai dehors avec un barbecue». Ça marche. Du coup, tu parlais de Stars Industries, je l'avais mis juste après parce que, enfin, moi, je connaissais pas du tout, mais j'ai cherché un peu, donc je trouvais que c'était un projet assez intéressant parce qu'on parle pas énormément de l'industrie en manière générale. Tu disais pour l'aéronautique, mais même l'industrie, quand on parle start-up, c'est souvent, du numérique, des choses comme ça, mais pas forcément de l'industrie. Donc, je veux bien que tu nous en parles un peu plus et peut-être qu'est-ce que tu y fais ou ce genre de choses? Start Industrie, du coup, mon rôle, c'est d'être trésorière. Voilà, donc on est toute une équipe, hein, derrière, voilà, un président, vice-président, et cetera. Aujourd'hui, Start Industrie rémunère des gens qui travaillent, du coup, dans Start Industrie, qui font très bien leur travail et qui créent des événements, qui créent des opportunités pour les startups industrielles de faire des plateaux télé, par exemple, ou des tables rondes, ou des salons, et on essaie de réunir et d'être plus forts ensemble aussi. Et chose qui est vraiment très intéressante et qu'on fait au sein de sa Start Industrie, c'est qu'on va parler, par exemple, à la Commission européenne ou au gouvernement français, et on essaie de faire passer nos besoins, en fait, tout simplement. Comme par exemple, on essaie de faire passer voilà, des problématiques qu'on a tous, pour leur dire c'est pas juste une personne isolée, hein, c'est toutes les startups industrielles ont ce problème-là, et on essaie de ne pas être dans une posture de plainte, voilà. On essaie d'apporter des solutions ou d'apporter des idées. Tous ensemble, on en parle et après on va parler, par exemple, on a pu parler avec Philippe Tibi, je sais pas si vous voyez qui c'est? C'est une personne qui gère des fonds d'investissement, c'est souvent des fonds de fonds, en fait. Du coup, on leur dit: «Ce serait bien de flécher, les fonds vers des fonds en leur disant: "Il faudrait qu'il y ait un pourcentage pour les startups industrielles". Voilà, on essaye d'expliquer un peu nos problématiques. On dit aussi, voilà, une start-up industrielle, ça dure plus longtemps qu'une start-up classique. Donc peut-être qu'il y a des dispositifs, il faudrait rallonger les durées. Voilà, puis après on leur dit aussi, le JUI, le CIR et toutes ces choses-là, c'est super, faut surtout pas les supprimer. Donc C'est le sujet en ce moment.
Voilà, c'est un peu le sujet en ce moment, leur dire: «Bah, voilà, nous, on est jeune entreprise innovante, on a des exonérations de charges, on est aussi, on bénéficie aussi des crédits impôt recherche. Bah, c'est super, ça nous aide énormément, donc s'il vous plaît, ne les supprimez pas. Voilà, on en a besoin et puis, si on pouvait passer de 8 à 11 ans, ce serait encore mieux». Là, par contre, ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel et la population n'est pas encore trop au courant et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une opération de crowdfunding, l'été dernier. C'est parce que, ils se sont rendus compte que, les Français avaient beaucoup d'épargne et des fois, ils en faisaient pas forcément grand-chose et du coup, ça pouvait être intéressant qu'ils donnent un petit coup de pouce aux startups industrielles ou en tout cas aux startups innovantes et donc ce qu'ils ont fait là en début 2024, c'est qu'ils ont rajouté une nouvelle règle et ils ont mis une exonération d'impôts à hauteur de 50% sur les 4 prochaines années pour tous ceux qui investissaient dans les JEIR, donc Jeunes Entreprises Innovantes de Rupture. Et donc nous, la première chose qu'on a faite, c'est faire le dossier pour avoir le label JEIR et on s'est mis en crowdfunding et on a fait de la pub et on a expliqué sur les réseaux que maintenant on pouvait économiser jusqu'à 50% de ses impôts, etc., etc. Donc voilà, on a essayé nous-mêmes d'expliquer la nouveauté, quoi, parce que c'est vrai que personne n'était au courant, c'est sorti comme ça et puis personne n'était au courant, quoi. Comme plein de choses qui sortent, on sait pas trop. Et du coup, enfin, Start Industries, c'est dirigé plus aux industries, enfin, aux startups qui sont un peu, avancées quand même. Si quelqu'un, se lance dans le milieu, est-ce que, vraiment il peut venir toquer à votre porte et Oui, oui, bien sûr, en fait, non, c'est pas juste aux startups avancées. Après, il y a quand même un comité de sélection, mais c'est pour tout le monde et il y a plusieurs, stades, hein, dans cette association. Il y a plusieurs stades. OK. Vous avez une partie un peu incubateur ou quelque chose qui ressemble? Non, non, aujourd'hui, c'est plutôt, alors, la possibilité de mise en réseau, c'est, des modifications de loi ou ce genre de choses. Enfin, on essaye de faire passer un peu nos problématiques, des mises en relation avec, des politiques ou des grandes entreprises pour aider des partenariats ou ce genre de choses et puis des événements de connexion et puis là, je crois qu'il y a, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait, en nouveauté des partenariats qui sont faits avec, des grands groupes ou voire d'autres clusters pour justement permettre, des passerelles, et bénéficier d'avantages, en fait, sur toutes les thématiques, dont une start-up industrielle pourrait avoir besoin. On est en train de créer un guide aussi. Un guide, alors en fait, on s'est rendu compte que si les fonds d'investissement, étaient un peu frileux, pour investir dans les startups industrielles, c'est peut-être aussi parce que, ils connaissaient pas bien et donc on s'est réunis avec plusieurs, startups industrielles et aussi plusieurs fonds d'investissement pour écrire et rédiger un guide à destination, du coup, des fonds d'investissement et pour essayer de donner une sorte de cartographie de comment fonctionne une startup industrielle, quelles sont les étapes, à quelles étapes il y a besoin de quel type de financement, et cetera, pour en fait aider, les fonds d'investissement à prendre leurs décisions. OK, du coup ça vient de sortir ou? Enfin, c'est ça? C'est en cours, c'est en cours. OK. C'est vrai, je pense que c'est intéressant à lire pour plein de gens, pas que pour les fonds d'investissement, mais je serais curieuse de voir ça. J'ai un dernier sujet, en plus, tu en as parlé au tout début, c'est les femmes dans la tech. Donc moi, je suis dans la tech, depuis plus de 10 ans aussi et je sais que c'est pas toujours facile. Comment tu as réussi vraiment à faire passer, ce que tu voulais faire, tu as dit, tu même montré au début que tu avais eu des problèmes par rapport à ça, mais tu as quand même beaucoup évolué depuis. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ou? Oui, alors moi j'ai une question maintenant aussi. Du coup, tu dis que tu es dans la tech, que tu as fait des études tech et moi je suis curieuse en fait et j'aimerais bien savoir, ce que tu as fait du coup. Je me rends pas tous les jours, tu vois? J'ai fait une école d'ingénieur en électronique et donc après j'ai fait du développement embarqué et de bandes test pendant 8 ans et là je suis en freelance, depuis 3 ans et je suis passée pas mal sur la gestion de projet, mais j'avoue que c'est pas facile et je pense qu'en tant que autant quand je faisais du développement, je ressentais moins la différence, en étant une femme, autant qu'en faisant de la gestion de projet, je sens beaucoup plus que, je dois beaucoup plus me battre pour, quand je dis un truc, que ça passe, quoi. Ouais, je connais ça. Bon, alors on parlera après de recrutement du coup parce que j'aime beaucoup ton profil, et comme ça manque de femmes justement dans la tech, Ouais. même si j'essaye, hein, d'avoir une parité, mais c'est hyper dur parce que déjà il faudrait qu'on réussisse à recevoir des CV féminins, mais ça commence par Ouais, là. mais j'ai souvent été la seule femme, hein, donc
Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bah, rien que dans les écoles, déjà, les pourcentages, tu as dû le voir, du coup, si tu as fait de l'électronique. Enfin, moi, dans mon école, c'était quoi? C'est 4%. Voilà, 4% de femmes dans le technique. Alors, ouais, être une femme, alors ça commence déjà à l'école, hein, les problèmes. Hein, c'est-à-dire Ouais. que c'est pas que dans le monde du travail. Et d'ailleurs, c'est bien de commencer finalement dans la tech directement à partir de l'école parce que ça nous forge. Ouais, c'est vrai. Après, on sait à quoi s'attendre. Et un truc marrant, hein, mais par exemple, quand j'étais au lycée, donc c'était un cours de français, on m'avait demandé de rédiger une critique, mais c'était un exercice, on apprenait la critique en fait. Et du coup, j'avais fait cet exercice sur le thème du sexisme ambiant que je vivais dans le lycée. Et bah, finalement, ça a tellement bien plu que ça a été affiché dans la salle des profs. Voilà, bon. Et, et donc une petite histoire que je racontais justement dans ce dossier, c'est qu'on était les 2 seules filles de la classe, on avait le droit que de nettoyer et balayer les copeaux des machines dans les travaux pratiques quand on devait être en production. Voilà, parce que je pense que même le professeur avait peur qu'on casse sa machine. Voilà. Bon, ça a commencé comme ça. Après, en entreprise, bon, au début, bon, j'étais alternante, et cetera. Bon, j'avais des chefs, donc bon, je suivais plutôt ce qu'on me disait de faire, mais je sentais que c'était quand même pas forcément évident de se faire prendre au sérieux. Et après, bah, par exemple, le truc tout bête, mais j'ai été recalée, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu monter ma société, j'ai été recalée au début par le CEA. Et en fait, on me nommait la nièce, quoi. Donc voilà, j'étais la nièce, voilà. Je faisais pas sérieuse, quoi, en fait. Voilà, j'étais pas prise au sérieux. Après, bon, j'étais jeune aussi, hein. Et puis alors d'autres trucs pendant l'entrepreneuriat, hein. Par exemple, sur ce projet des feux de navigation, je vais faire un salon pour vendre le produit dans les pays de l'Est. Une personne des pays de l'Est vient me parler en anglais, etc. et me dit oui, j'aimerais parler à votre responsable technique. Oui, bah allez-y, vous pouvez me poser des questions, je pourrais vous répondre. Non, non, je voudrais parler à votre responsable technique parce que vous êtes l'hôtesse. Oui, alors non, je ne suis pas l'hôtesse, mais allez-y, je suis dans le technique, donc vous pouvez me poser les questions. Non, 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 mais je voudrais parler à votre responsable. Oui, enfin bon. C'est moi la responsable. Et puis il est parti. Voilà, il a pas voulu me poser les questions, donc ça, oui, OK, très bien. Je me suis dit ce jour-là que j'allais arrêter de porter des robes lors des salons et que j'allais mettre des tenues ingénieur quechua marqué technique dessus. Peut-être que ça allait aider. Voilà, bon, enfin tout au long de tout ça. Et puis il a fallu que je jongle, c'est-à-dire que bah il faut connaître les stats aussi. Les stats, c'est les femmes lèvent 2,5 fois moins que les hommes. Ça, c'est des vraies stats hein, qu'on trouve sur internet, etc. Les femmes ont levé 0% de série C dans le monde entier. Donc C qui arrive après A et B, c'est des montants hein, de levée de fonds. 0. Voilà, donc moi forcément, bah, avec mon petit côté un peu challengeuse, bah, je me suis dit ok, bah, j'ai envie d'y aller quoi, j'ai envie de faire péter cette stat et de la déjouer quoi, déjouer la stat. Et voilà, donc c'est vrai qu'il faut être conscient aussi de ça. Et donc j'ai dû jongler un petit peu avec mes associés masculins du coup. Des fois, ben c'est pas à moi de faire la présentation parce que je vais pas être prise au sérieux. Donc je sais qu'il faut que je laisse la main à mon associé masculin, du coup. Et du coup, même encore aujourd'hui, du coup, tu fais ça, des fois, tu laisses la main. Complètement, complètement. Je le fais et en fonction, en fait, j'adapte en fonction de l'interlocuteur en face, en fonction du contexte. Complètement. C'est fou de devoir faire ça. Enfin, moi, je vois en gestion de projet, des fois, je demande à un de mes devs de dire les choses aux commerciaux ou quoi, parce que j'ai déjà répété 10 fois qu'ils ne me croient pas. Un truc tout bête, par exemple, c'est et ouais, je comprends ce que tu dis, mais un truc tout bête, c'est par exemple, on ne peut jamais dire qu'une bonne idée vient de nous, parce que ce sera pas crédible. Donc moi, quand j'ai une idée, par exemple, bah, je vais toujours faire en sorte ou quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il y avait pas que ça, il y avait plusieurs aspects. Il y a le côté que je suis une femme, il y a le côté qu'on est dans l'aéro et donc on est les petits poussés des grandes multinationales. Donc c'est pas possible ce qu'on raconte. Et il y a le côté start-up, jeune, le côté jeune. On est trop jeune, au début on était trop jeune, donc il fallait toujours dire que les idées elles venaient de quelqu'un de plus âgé. Et là ça passait nickel.
Et donc j'ai beaucoup aussi, utilisé cette technique-là en disant: «Bon, bah, de toute façon, si je vais le dire moi, on va pas me prendre au sérieux, même si ce que je dis, ça peut être bien, mais on va pas me prendre au sérieux, en fonction du contexte». Donc si le contexte c'est: «Bon, bah, une femme ça passera pas, donc je vais mettre un homme à ma place». Si le contexte c'est: «OK, on est dans l'aéro et nous on est trop petits, on est start-up, on peut pas être pris au sérieux, donc bah, là je vais utiliser plutôt, des experts du domaine». C'est eux qu'on dit, hein, c'est pas nous. Et si, du coup, c'est quand on était un peu jeune, dû à l'âge aussi, puis l'âge de l'entreprise et puis même notre âge personnel, donc et bah, là je prenais des plus âgés pour dire les choses, voilà, en disant: «Non, non, c'est Ouais, au final, tu trouves toujours un autre moyen de passer les messages, quoi. voilà, voilà». Alors c'est sûr qu'il y a pas forcément de reconnaissance dans cette histoire et je sais que ça a beaucoup pesé à certains de mes associés, parce que, bah, c'est toujours difficile de toujours dire: «Bah oui, mais c'est les autres, bah oui, mais c'est les autres». Alors après ça on se dit: «Mais enfin, mais en fait on n'a rien fait nous, Ouais, c'est bah, pas oui. possible». Puis on finit par y croire même nous-mêmes, hein, à force, hein, donc il faut arriver à supporter ça et c'est vrai que tout le monde ne le supporte pas. Mais après c'est très masculin de pas le supporter. Moi, j'ai l'impression des fois, il y en a même, je leur dis moi de eux donner le message et ils veulent pas en fait. C'est même pas en mode: «Mais non, mais c'est pas moi, ça vient pas de moi». Enfin, déjà des fois, c'est un peu bizarre. «Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit donc OK, ouais, bon, beh, tant pis». Ouais. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'aller dans la tech et qui a peur de ça justement? Et à une femme, notamment? C'est normal d'avoir peur, j'ai envie et et oui, il faut avoir un petit côté, naïf pour se lancer, je pense, hein, parce que si on savait, tout ce qui allait nous arriver, je pense que personne ne se lancerait et puis bon, en fait, il faut avoir, le courage et puis l'audace un peu, voilà, d'y aller quand même et dans tous les cas, moi, toute ma vie, on m'a toujours dit que c'était pas fait pour moi et je pense que tout le monde a entendu ça un jour dans sa vie, «Mais non, mais c'est pas fait pour toi, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais Tamara, les podcasts, mais c'est pas fait pour toi, l'électronique, mais c'est pas fait pour toi». Ça, c'est ma mère qui me disait ça. Combien de fois j'ai entendu cette phrase et au final, bah, en fait, si, si, c'est fait pour moi, en fait. C'est peut-être pas fait pour moi, mais je suis faite pour ça, quoi. Voilà, il faut pas écouter, il faut y aller quand même. OK, bah, merci pour tout ça. Et une petite dernière question, quel serait ton rêve le plus fou, professionnellement parlant aujourd'hui? Ah, mon rêve le plus fou, professionnellement parlant. Ouf, bon, moi, j'ai pas mal de rêves, donc là, faut que je choisisse, hein, mais Tu peux en donner plusieurs si vraiment. ouais, j'aimerais bien, après bon, je me dis que tout est faisable, hein, quelque part, est-ce que parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce que vraiment un rêve? Parce que moi, mes rêves, souvent, je les transforme en projets. D'ailleurs, comment on les transforme en projets, les rêves? Avec un plan d'action. Avec une date. Je C'est un peu ça, mais avec une date. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé une date, on transforme un rêve en projet. Ça, c'est important. Mon rêve le plus fou, professionnellement parlant, j'allais dire quelque chose d'assez incroyable, racheter mes concurrents. Ah beh, Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Non, mais ça n'arrivera jamais. Non, par exemple, mettre, des batteries, dans l'espace, mais je pense que ça, je peux y arriver un jour, en fait. C'est du coup, c'est pas forcément un rêve, mais c'est pas forcément plus fou. bah, un rêve, c'est un truc qui a pas un plan d'action encore aujourd'hui. Donc on peut dire ça si tu veux. Ah, par exemple, mettre des batteries dans l'espace, parce qu'il y a plein d'engins spatiaux, qui peuvent, avoir besoin de batteries, donc ça, ce serait quelque chose d'assez extraordinaire et puis monter des usines, partout dans le monde pour, devenir et d'abord une ETI et pourquoi pas un jour, une multinationale, hein, on ne sait pas. En tout cas, je pense que l'Imatech, c'est la voie que ça va prendre, avec ou sans moi, quoi qu'il arrive, c'est la voie que ça prendra. OK, bah, c'est, une jolie fin pour cet épisode. Du coup, si on veut en savoir plus sur tes projets ou te suivre, bon, il y aura tous les liens en commentaire, mais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, bah, déjà pour ceux qui veulent aller, se lancer dans l'investissement, donc je le rappelle, c'est WeSeed, c'est en cours, sur internet on le trouve et après pour, les réseaux et bien on est quasiment sur tous les réseaux, donc bien sûr, bah, LinkedIn forcément. On a aussi, Instagram, plutôt les photos, vidéos, on a aussi, Facebook, on a aussi, X, anciennement Twitter et puis, pour, ceux qui aiment un peu plus de fraîcheur, on a TikTok aussi, où on fait aussi des vidéos très sympas, dessus. Donc voilà, pour ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez nous suivre un peu partout et puis bien entendu le site internet. OK, bah, je mettrai tous les liens dans la description.
Et puis, merci beaucoup pour cet épisode. C'était super sympa d'échanger avec toi. Merci, Tamara, et puis, bonne chance pour la suite aussi dans la tech du coup, et woman power pour la tech. Ça marche. Et puis on ressort cet épisode dans quelques années quand tu auras atteint des sommets avec l'Imatech. Ah oui, quand on aura une batterie dans l'espace et et bien sûr, en fait, j'aimerais équiper d'une batterie la fusée d'Elon Musk, qui ira, sur Mars, puisqu'il a envie de se faire enterrer là-bas, donc bien sûr un jour ça arrivera, et il faudra que ce sera une batterie LimaTech dedans. Allez, c'est noté. Mais merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a inspiré ou motivé, abonne-toi, partage-le autour de toi et laisse-moi un avis pour aider encore plus de rêveurs. Toi aussi, tu as une idée, un projet ou une histoire à partager ? N'hésite pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec toi et pourquoi pas de t'accueillir dans un futur épisode. En attendant, souviens-toi, tes rêves sont à portée de main. Il suffit de faire le premier pas. À très bientôt pour un nouvel épisode de Take Your Dream.